Nous poursuivons l'exploration du workbench, du MySQL Workbench pour la modélisation et pour la création de diagrammes de classe avec la fenêtre principale de modélisation. Donc nous allons voir l'essentiel des outils à disposition pour créer un diagramme de classe. Alors je vous rappelle que ce qu'on appelle un diagramme de classe dans le MySQL Workbench, c'est un petit peu différent d'un diagramme de classe selon la notation UML classique. On va voir pourquoi dans la suite. Alors, tout d'abord, comment créer une classe? Eh bien, vous avez cette petite icône là. Donc, vous cliquez dessus et vous cliquez après sur l'espace de travail et vous avez par défaut une table, donc une classe qui apparaît. Vous double-cliquez sur l'élément en question et il apparaît une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir renommer la classe. Par exemple, ici, on va appeler cette classe-là la classe avion. Et puis, vous avez la liste des attributs qui est en dessous, qui est pour l'instant vide et qui n'attend que vos informations. Donc la première, si on clique sur la première ligne, donc par défaut, on a un identifiant qui apparaît avec ID et le nom de la classe. C'est pour aider le développeur à aller plus vite. Donc on peut laisser ID avion par défaut. Et si on souhaite, on peut laisser le type de données int si on le souhaite. On a la possibilité là de choisir dans tous les types de données disponibles dans MySQL, ils sont assez nombreux. Et puis par défaut, on a donc la colonne PK, donc primary key, qui est cochée pour dire que c'est une clé primaire. Par défaut, on a la contrainte not null. Bien entendu, une clé primaire ne peut pas être nulle, donc on coche not null. Et puis après, on a un certain nombre de contraintes, donc unique index, ça c'est la contrainte d'unicité. Là, on a la contrainte pour savoir si la colonne est binaire ou pas. Là, on a la contrainte pour savoir si le type de données est non signé ou pas. C'est utile pour les types de données numériques, pour savoir si on a des nombres négatifs ou pas. Et puis, on a d'autres contraintes. Une contrainte intéressante, c'est la contrainte AI, donc AI, Auto Increment, qui permet, avec un type numérique, de mettre une valeur par défaut qui s'auto-incrémente, sachant qu'on a aussi la possibilité de mettre une valeur par défaut dans la case default. Voilà pour les contraintes. Donc si ID avion nous convient, on le laisse. Maintenant, on peut très bien décider de changer ce nom de clé primaire. Donc on peut mettre par exemple avenum pour correspondre avec notre exemple, l'exemple qu'il y a dans le cours. Voilà. Dans l'exemple qu'il y avait dans le cours, on avait une colonne avenant. Donc on écrit avenant. Là, on choisit varchar. Alors varchar, c'est un type qu'on peut sélectionner, qui est pratique pour tout ce qui est type chaîne de données, chaîne de caractères, pardon, de taille variable. Par contre, il faut donner la taille maximale d'une chaîne de caractères. Donc par défaut, il nous propose 45. On peut mettre 50 si on le souhaite. Voilà. Voilà. Et puis on peut éventuellement cocher note nulle si on le souhaite. Ensuite, on avait la capacité, je crois. Capacité. Alors la capacité, c'est donc le nombre de passagers. Donc on va prendre le type entier. Et puis on avait la localisation. Donc localisation, ça c'est l'endroit où est basé l'avion. Varchar 45. On peut peut-être prendre une chaîne de caractères de taille un peu plus importante si on veut être précis sur le lieu. Puis voilà, alors là on vient de créer par défaut une nouvelle ligne. On ne voulait pas la créer, donc on clique sur la ligne et on met cut et on enlève l'attribut. On peut voir sur la table qui est au-dessus l'élément créé. Alors on voit qu'apparaît dans l'élément une sous-catégorie index, indexes. En effet, on peut régler, on peut créer des index sur certains attributs. La notion d'index est une notion qu'on n'a pas encore vue. Donc on va modifier l'affichage pour que cette notion-là n'apparaisse pas, pour ne pas être obligé de manipuler cette notion. Donc l'affichage, c'est dans Model, Object Notation, et on prend Workbench Simplified. Ce qui nous enlève
les index. Voilà, on a fini de créer la table avion, la classe avion. Donc on peut fermer la fenêtre d'édition. Ensuite, on va pouvoir créer par exemple la table vol. Donc de la même façon, on clique sur l'icône classe, on crée la classe, on double-clique, on va changer, pardon, pas la classe vol, mais la classe pilote. Donc on crée la classe pilote, on nomme la clé primaire PLNum, on avait la possibilité d'avoir le nom du pilote, on va Varchar 45, ça on le laisse, on a sa ville, Varchar 45, et puis c'est à peu près tout. Supposons qu'on ait ça comme ceci. Donc on ferme la fenêtre. On a donc créé deux classes, avion et pilote. On n'oublie pas d'enregistrer le modèle. Donc on va dans File, on écrit Save Model As. Et là, on va enregistrer le modèle. Par exemple, on va l'enregistrer avec exemple. Voilà. Donc l'enregistrement s'est bien passé. Nous avons donc sur notre feuille de travail deux classes, avion, pilote. Si on clique dessus en laissant appuyer, on peut bouger la classe là où on veut pour améliorer la présentation. On va donc laisser un petit espace et puis ce qu'on aimerait bien maintenant modéliser, c'est l'association vol entre avion et pilote. Alors juste avant de modéliser l'association vol entre avion et pilote, regardons les divers symboles qui sont présents. Donc on a dans la liste des attributs le nom de l'attribut, avenue par exemple ici, le type de l'attribut, int, pour dire que c'est un entier, et puis on a une petite clé jaune ici, qui nous permet de savoir que cet attribut-là fait partie de la clé primaire. S'il est le seul à avoir la clé jaune, ça veut dire que la clé primaire n'est composée que de cet attribut-là. Les autres attributs ont comme petit symbole avant leur nom un petit losange. Alors, ici, on a des losanges qui sont uniquement bleus. Alors, soit bleu rempli de bleu, soit juste entouré de bleu. Ce sont des attributs qui ne sont pas clés étrangères. Par contre, s'ils étaient clés étrangères, ils seraient en rouge. On va le voir tout de suite, bien entendu, avec la modélisation des associations. Ici, la petite différence qu'on peut voir entre avenant et capacité, c'est le fait que avenant a un petit symbole bleu rempli de bleu, alors que capacité a un petit symbole bleu, mais non rempli de bleu, rempli avec du blanc. La différence, c'est que avenant a la contrainte note nulle. C'est d'ailleurs la contrainte qu'on peut voir, le flag note nulle, quand on laisse la souris sur le nom de l'attribut. Eh bien, cette contrainte note nulle est donc celle qui induit le symbole bleu rempli de bleu. Alors que capacité n'a pas cette contrainte-là, donc il est simplement bleu, entouré de bleu et non rempli de bleu. Alors comment est-ce qu'on modélise une association maintenant entre avion et pilote? Alors dans le Workbench, il y a deux types d'associations. Il y a les associations identifiantes, qui sont les plus rares, et les associations non identifiantes qui correspondent aux associations, je dirais, classiques. Or, les associations non identifiantes, donc les associations plus classiques en UML, ne sont pas symbolisées avec le même symbole, c'est-à-dire le trait plein, mais sont symbolisées avec des traits en pointillés. Bon, il faut juste faire attention à cette particularité-là. Donc ici, on a deux types d'associations, je dirais, classiques, donc avec les pointillés en Workbench, qui sont des associations 1-1, donc là je parle des cardinalités maximales des deux côtés, ou les associations 1n, donc toujours pareil, cardinalité maximale 1 et n des deux côtés. Et puis on a plusieurs associations, trois associations avec la notion d'identification, donc des associations identifiantes. Donc une association identifiante en trait plein avec cardinalité maximale 1,1. Une association identifiante en trait plein donc avec cardinalité maximale 1n. Et une association NM qui en fait correspond à l'association NN qu'on a l'habitude de manipuler en UML, qui est elle aussi classée parmi les associations identifiantes, donc symbolisée par un trait plein. Voilà. Et puis on a une autre association
En fait, cet autre type d'association, c'est plutôt pour faire un lien directement entre des colonnes. Donc c'est un peu à part. Donc on a 5 symboles d'association principaux ici. Alors on voit bien que quand on veut faire une association NN classique en UML, on n'a que le choix de l'association identifiante dite NM, ici dans le workbench. Alors, est-ce que c'est ce type d'association qu'on veut modéliser entre avion et pilote? Eh bien, un avion peut être utilisé dans plusieurs vols par un ou plusieurs pilotes, ou même 0 ou plusieurs pilotes. Bon, donc ça sera N du côté de pilote, la cardinalité maximale, et un pilote va pouvoir utiliser au sein de... Enfin, va pouvoir effectuer plusieurs vols, donc avec 1 ou 0 en cardinalité minimale, et en cardinalité maximale, N avions, d'accord, puisqu'il va pouvoir effectuer N vols. Donc on a N et N en cardinalité maximale. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre cette association identifiante. Comme on a NN des deux côtés, eh bien on clique une première fois sur la première entité, et on clique sans laisser le bouton de la souris appuyé, et on clique une deuxième fois pour l'autre côté de l'association. On voit que le Workbench a créé par défaut une entité, une classe, qui représente l'association NN. Si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'en UML, on faisait une classe association quand on avait une association binaire NN. Et bien là, en fait, le Workbench nous la produit automatiquement, cette classe association. Et il nous génère automatiquement aussi les associations binaires qui traduisent les liens entre la classe association créée et les deux classes qui étaient au départ associées par l'association NN. Et les cardinalités qui sont générées, ici 1, donc ça veut dire 1, 1, donc 1 cardinalité minimale, 1 cardinalité maximale du côté d'avion, et 1 étoile donc du côté de avion as pilote, donc la nouvelle classe créée. Et la même chose, donc 1, 1 du côté de pilote et 1 étoile du côté de avion as pilote. Donc vraiment, quand on crée une association NN, donc binaire NN avec cette icône-là dans le Workbench, en fait le Workbench prend en charge la création de la classe association qui va bien avec la création des deux associations binaires qui sont aussi la traduction naturelle de l'association NN. Donc ça c'est très pratique et ça nous permet d'avancer plus vite vers le schéma relationnel à partir du schéma du diagramme de classe UML standard et non pas du diagramme de classe UML Workbench. Alors ici on a la possibilité, donc par défaut on a un nom de classe association qui a été créé qui est le nom avion as pilote. Donc on n'est pas obligé d'aimer ce nom de classe généré généré automatiquement. Donc on peut double-cliquer sur la classe en question et modifier ce nom de classe association. Donc ici nous on va mettre vol puisque c'était l'association vol au départ. Et puis si vous regardez bien, on a la création automatique des deux clés étrangères en fait. C'est-à-dire le premier attribut ici avion souligné avenum, qui en fait fait référence les primaires avenum de l'avion. Et on a un deuxième attribut ici, pilote souligné PLNum dans vol, qui a été créé automatiquement, qui fait référence à PLNum, la clé primaire de pilote. Donc là encore, le Workbench nous fait une partie du travail et il nous dit, attention, quand on crée une classe association à partir d'une association NN, forcément, la classe association contient deux clés étrangères. Alors la petite différence avec la notion qu'on a vue en cours, c'est que le Workbench crée ses clés étrangères et regroupe toutes ces clés étrangères dans la clé. Donc c'est symbolisé par la petite clé ici devant les deux attributs. Et cette petite clé-là, à chaque fois, est rouge parce que en fait, chaque attribut séparément est clé étrangère. Or, nous, ce qu'on avait dit, c'était qu'en général, quand on avait une classe association, on lui créait une nouvelle clé primaire avec un identifiant, et puis les clés étrangères ne faisaient plus donc partie de la clé primaire, n'avaient plus besoin de constituer la clé primaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On doit rajouter une clé primaire, nous on va l'appeler volnum, comme dans le cours, donc numéro de vol. On choisit le bon type, bien sûr ça va être un entier.
On règle cet entier en tant que clé primaire et du coup on va pouvoir enlever la notion de clé primaire pour les deux attributs précédents, les deux attributs clé étrangère. Et puis comme on aime bien que ça soit bien présenté, c'est-à-dire avec la clé primaire en premier attribut, alors on clique sur la clé primaire, on clique avec le bouton de droite et on fait Move Up jusqu'à ce que l'attribut soit en première position. On voit dès lors que le symbole de trait continu qui concernait une association identifiante devient un symbole de trait en pointillé des deux côtés pour les deux associations binaires 1n, ce qui signifie qu'on est dans le cadre d'associations binaires classiques en UML, donc ça c'est exactement ce qu'on voulait. Et on voit bien que maintenant on n'a plus que volume en tant que clé primaire, sachant que les deux autres attributs sont toujours affichés, ce qui n'est pas le cas quand on modélise un diagramme de classe en UML. Ici, les deux attributs avion souligné avenum et pilote souligné plnum sont affichés. Ce sont des clés étrangères qui traduisent en fait les deux associations 1n de chaque côté de vol. Alors, on peut très bien aussi changer le nom qui a été donné par défaut aux clés étrangères, c'est-à-dire renommer avion souligné avenum en avenum tout court, et pilote souligné plnum en plnum tout court, pour avoir un schéma qui ressemble le plus à ce qu'on avait dans le cours. Voilà. Et puis on peut rajouter heure de départ, heure d'arrivée, comme on avait dans le cours, par exemple heure départ. Alors là, le type de heure de départ, eh bien, ça va être un type date ou un type date time, où on a la date et l'heure. Voilà, on ne met pas de contraintes particulières sur cet attribut-là, par exemple. Et puis on pourrait continuer la liste des attributs de cette façon-là. Voilà pour ce qui est d'un schéma, d'un diagramme de classe traditionnel. Maintenant, la dernière chose à voir est la distinction entre une association d'identification et une association une association identifiante et une association non identifiante. Je vous rappelle, une association identifiante en fait va prendre la clé primaire d'une des entités et va en faire une partie de la clé primaire de l'autre entité. On va prendre un exemple très rapide. Donc on avait l'exemple des bâtiments et des appartements. Donc on prend l'exemple d'un bâtiment. Là on a ID bâtiment, c'est un entier, c'est la clé primaire. Voilà. Et puis on veut aussi créer des appartements. Donc on crée une table appartement. Et dans cette table appartement, chaque appartement va être identifié par un identifiant d'appartement, donc ID appartement, de cette façon. Sauf que pour identifier un appartement, il faut aussi connaître l'identification du bâtiment, le numéro du bâtiment associé. Eh bien, dans ce cas-là, c'est exactement dans ce cas de figure-là qu'on va utiliser les associations identifiantes pour insérer la clé primaire de bâtiment en tant que clé étrangère de l'appartement, mais en tant aussi que élément de la clé primaire de l'appartement. Alors pour faire cette manipulation-là, pour créer cette association-là dans le workbench, on prend une association identifiante, on va prendre une association 1n, tout simplement parce que à un bâtiment va correspondre plusieurs appartements, mais à un appartement va correspondre un seul bâtiment. Et elle est identifiante parce que ça va nous servir à mettre automatiquement la clé primaire de bâtiment dans la clé primaire d'appartement et en même temps, bien sûr, en tant que clé étrangère d'appartement. Donc on prend l'association identifiante 1n, on commence par cliquer sur la classe qui va contenir la clé primaire de l'autre classe, donc appartement, on clique sur bâtiment sur la deuxième classe associée et on remarque qu'on a donc une association identifiante, ça c'est le trait plein ici représenté entre les deux classes. Et on remarque surtout qu'on a bâtiment souligné ID bâtiment qui apparaît comme attribut clé primaire de l'appartement, clé primaire parce qu'on a une petite clé devant le nom de l'attribut, et qui apparaît aussi en tant que clé étrangère parce que c'est une petite clé qui est rouge, et qui fait en fait référence, bien entendu, à la clé primaire de bâtiment. Donc de cette façon-là,
on a la possibilité d'introduire la clé primaire de bâtiment en tant que partie de la clé primaire de l'appartement et en tant que clé étrangère, bien entendu. Enfin, la dernière chose à voir dans le Workbench, c'est la possibilité de manipuler les associations 1-1 ou 1N directement. Donc vous cliquez sur l'association et ensuite vous double-cliquez et vous voyez apparaître une fenêtre avec eh bien, un certain nombre d'informations à remplir. Donc on a le nom de la clé primaire en fait, de l'association qui est en fait le nom de la clé primaire par laquelle elle est traduite. Et puis on a surtout un petit onglet ici Foreign Key qui va nous permettre de modifier cette association. Si on s'est trompé, si on veut ne plus rendre cette association identifiante. Par exemple, si on veut ne plus rendre cette association identifiante, il suffit de décocher la case Identifying Relationship. Du coup, alors ça n'efface pas l'attribut bâtiment, ID bâtiment, ça il faut le faire à la main en cliquant sur appartement. Mais par contre, si vous regardez bien, l'attribut bâtiment souligné ID bâtiment n'est plus une partie de la clé primaire de l'appartement. Il existe toujours en tant que clé étrangère, ce qui est normal parce qu'on est dans une association 1N, c'est la traduction de l'association 1N, mais il ne fait plus partie de la clé primaire de appartement. On peut aussi échanger cette association en une association 1-1 et non plus 1N. Donc on peut cliquer à cet endroit-là. On voit ici que donc ça ne change rien au niveau des attributs. Par contre, les cardinalités changent. On n'a plus 1 étoile ici, mais on a 1, c'est-à-dire 1 en cardinalité minimale, 1 en cardinalité maximale. On peut revenir ici. Et puis, c'est surtout dans cet écran qu'on va pouvoir changer la cardinalité minimale. Donc ça, c'est important parce que je vous ai dit, en fait, la cardinalité minimale, d'une manière générale, c'est la cardinalité 0. Tout simplement parce que la cardinalité 1 est très contraignante. Or, par défaut, souvent, le Workbench crée des cardinalités minimales égales à 1. Donc, comme on ne veut pas cette contrainte-là, on va devoir modifier ces cardinalités minimales. Si par exemple, on veut mettre la cardinalité minimale à 0 du côté de bâtiment, c'est-à-dire avoir 0,1 en cardinalité du côté de bâtiment, alors on va faire ceci en décochant Mandatory du côté de bâtiment. Donc on est du côté de bâtiment, on décoche Mandatory et on voit qu'on a 0,1. De la même façon, si on veut mettre 0 étoile du côté de appartement, on va décocher le Mandatory ici du côté de appartement. Donc voilà, ce sont les principales manipulations qu'on peut faire avec le Workbench pour la modélisation de diagrammes de classe UML dans le Workbench. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment transformer un diagramme de classe qui a été modélisé dans le Workbench en un schéma relationnel.